tous. Donc bonjour à tous. Je vais me présenter moi et ma société. Nous sommes une société de gestion de portefeuille spécialisée dans les actifs numériques. Créée en 2020. Nous sommes aujourd'hui PSAN, prestataire numéro 84. Nous faisons uniquement de la gestion de portefeuille, d'accompagnement dans l'investissement sur du long terme, uniquement sur les actifs numériques. Je vais peut-être me présenter rapidement avant de présenter un peu plus l'entreprise. Je suis Tristan Gould, je suis ingénieur de formation. J'ai découvert les actifs numériques il y a maintenant 6 ou 7 ans. Voilà. Et depuis que j'ai découvert, j'ai sauté complètement dans cet écosystème sans retour pour l'instant. Voilà. Aujourd'hui, on est une société, on est trois. Gilbert, mon associé, qui travaille surtout sur la partie financière, finance traditionnelle, et Virginie Vaca. Gilbert sur la partie réglementation en finance traditionnelle et Virginie Vaca sur la partie surtout commerciale. Donc moi, le fondateur. Euh, on, on partira un peu plus sur notre entreprise plus tard. Ouais, Voilà, avant que tu, l'objectif. Voilà. avant qu'on parle blockchain et crypto-monnaie, Ouais. l'idée c'est de bien comprendre la genèse de la chose, donc développer des services alternatifs dans la gestion de patrimoine, parce qu'à l'heure actuelle, on est pas mal biaisé par les banquiers et les assureurs qui nous proposent toujours des solutions similaires. Vous connaissez tous les assurances vie, les plans épargne action pour les plus téméraires, et en général, ça s'arrête là avec un plan épargne retraite qui vient chapeauter le tout. Donc c'est pas mal pour démarrer, effectivement, quand on n'a pas mis de pied dans l'investissement. Seulement, dans un monde un petit peu qui change, un monde chaotique qui Change change vite. beaucoup, il faut absolument diversifier sur l'ensemble des classes d'actifs dont nous avons à disposition. Donc, pour rappel, une classe d'actifs, hein, on va retrouver les actions, on va retrouver les obligations, on va retrouver l'immobilier, le private equity, le monétaire, les métaux, hein, métaux et métaux précieux, et les crypto-monnaies. Hein. C'est pour ça qu'on dit actifs numériques, parce que les crypto-monnaies, à l'heure actuelle, nous estimons que c'est une classe d'actifs à avoir en portefeuille, mais à ne pas travailler n'importe comment. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui sont en perte sèche sur les crypto-monnaies, parce que uniquement régis par leurs émotions. L'idée, c'est d'investir, de respecter les règles simples d'investissement, hein, versement programmé, diversification et long terme, vision long terme. Pour celles et ceux qui ont un stock un peu plus important, la gestion pilotée prend réellement son sens. Donc c'est pour ça que je vais faire un partenariat avec Crypto Asset Management qui est représenté par Tristan ce soir, justement pour permettre à celles et ceux qui ont un petit peu plus de stock financier. Donc tu présenteras l'offre, mais ça démarre de mémoire à partir de 5 000 euros, hein, donc c'est relativement Ouais, accessible. tout à fait. Et justement une gestion cyclique qui va permettre, en fonction des cycles, de majorer et de faire fructifier votre portefeuille. Je n'en dis pas plus, je te laisse nous expliquer ce que c'est que la blockchain, rentrer dans l'explication de ce qu'est qu'un cryptoactif sans trop aller dans le détail. Hein. Nous allons rester 40 minutes ensemble et expliquer ce que c'est qu'une gestion sous mandat, parce qu'à l'heure actuelle, peu de personnes savent qu'on peut se faire accompagner par des professionnels pour justement gérer ses actifs financiers en lien avec la crypto-monnaie. Oui, bien sûr. Ah, t'entends plus. Tu Paris. m'entends là? Ouais, c'est bon. Oui, pardon. Je disais oui, bah, ça sera donc en deux moitiés. La première moitié sur la présentation un peu de ce que sont les actifs numériques et la seconde sur vraiment notre service. Donc là, la première moitié, on se focalise sur les actifs numériques. Donc qu'est-ce que c'est qu'un actif numérique, hein? Le premier qui a été inventé, c'est le Bitcoin, qui est la première blockchain inventée en 2008, hein, par un inconnu, hein, un certain Satoshi Nakamoto. Donc c'est simplement un pseudonyme, hein. C'est un inconnu qui a assemblé beaucoup de technologies qui existaient déjà par avant et qui a eu le génie de l'assembler correctement. Et puis ensuite, cette invention a pris en largeur, en fait, tout simplement, avec de plus en plus d'experts du sujet qui se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, on est arrivé de dizaines d'experts à centaines d'experts, à milliers d'experts qui comprenaient cet écosystème
système et cette nouvelle technologie. Et puis, évidemment, on en est arrivé jusqu'à l'adoption telle qu'elle est aujourd'hui. La première blockchain Bitcoin, il faut bien comprendre que il y a la blockchain et il y a le jeton qui circule sur la blockchain. Donc, la blockchain Bitcoin, c'est vraiment une réelle innovation, elle est tout simplement décentralisée, donc elle appartient vraiment à personne. C'est un peu comme Internet aujourd'hui, ça n'appartient à personne, c'est vraiment très décentralisé, hein, par principe, et donc on ne peut pas le détruire tout simplement. C'est une technologie qui est distribuée un peu comme, par exemple, cet inventeur qui a inventé la blockchain, c'est un peu comme si on faisait le plan d'une ampoule et qu'on la diffusait de partout sur Internet. Et ben, une fois qu'on l'a diffusée, on peut plus supprimer l'invention puisqu'elle est diffusée de partout dans le monde. Et donc, bah, voilà, Monsieur Thomas qui a inventé l'ampoule, et peu importe s'il l'a inventé ou pas, aujourd'hui, ça appartient au domaine public, ça appartient à tout le monde. C'est une blockchain, donc ça permet d'être transparent. Alors c'est surtout pseudonyme. On est capable de voir dans la blockchain où se situent les jetons. Donc, pour le Bitcoin, on a 21 millions de jetons. Donc il faut bien comprendre que ces jetons sont numériques, évidemment. Ils sont divisibles, c'est-à-dire qu'on peut acheter, on peut posséder 0,001 Bitcoin, hein. Il n'y a pas besoin d'en acheter un en entier. Quasiment la totalité est déjà en circulation, pour faire simple. Donc, si aujourd'hui on souhaite avoir des bitcoins, on est obligé de les acheter. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une offre et une demande, et donc un prix. Évidemment, plus on a une demande de Bitcoin, puisqu'on a une quantité limitée à 21 millions, eh bien, c'est un peu comme l'or, hein. On fait beaucoup référence à l'or. Vu qu'il y a une quantité relativement limitée, évidemment, on en trouve toujours un petit peu dans les mines par-ci par-là, mais la quantité globale dans le monde change très peu. Et donc, l'offre et enfin, voilà, quand on a plus de demandes, forcément, le prix est obligé d'augmenter. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un prix sur le jeton Bitcoin. Voilà. Et de par son utilisation à grande échelle, c'est très sécurisé grâce à le proof of work, mais on ne va pas détailler, c'est assez complexe, mais ça fait partie aujourd'hui, Bitcoin, c'est la technologie la plus sécurisée du monde, hein, grâce à la décentralisation notamment. Voilà. Je ne sais pas déjà si voilà, c'est difficile de savoir si c'est clair ou pas en fonction du niveau de chacun. Mais il faut bien comprendre que ça va révolutionner, les cryptoactifs vont révolutionner autant que l'a fait Internet. Grâce à Internet, on a été capable de révolutionner l'information. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin voilà, d'envoyer un courrier postal, on est capable d'envoyer un mail, mais aussi un film, un fichier audio. En fait, tout ce qui demande de l'information voilà, on peut le transmettre de partout dans le monde très rapidement, très facilement et pour très peu cher. Eh bien, les actifs numériques, notamment Bitcoin et la première blockchain Bitcoin qui a été inventée, on est capable pour la première fois de faire ce qu'on appelle un coupé-coller. On connaît tous le copier-coller, hein. Ça fonctionne quand j'envoie un mail à toi, Kevin, par exemple. Tu possèdes le mail et je possède le mail. Donc évidemment, ça fonctionne pour de l'information, mais ça ne peut pas fonctionner pour de l'argent, pour de la valeur. Et ce qu'on a aujourd'hui dans le système traditionnel, c'est qu'en réalité, si je veux te transférer 10 euros par virement, en réalité, c'est ma banque qui va prélever 10 euros sur mon compte et c'est ta banque qui va créditer 10 euros sur ton compte. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, qu'on arrive à avoir de la confiance. Et depuis la première blockchain qui est Bitcoin en 2008, on est capable de faire un coupé-coller, c'est-à-dire que je t'envoie vraiment le billet, enfin, le 10 euros de valeur et je ne l'ai vraiment plus. Et je ne peux plus faire retour en arrière. Et toi, tu le possèdes une fois que tu l'as reçu et tu peux en faire ce que tu en veux. Voilà, c'est ça la réelle révolution. C'est le transfert de valeur dans un monde numérique. Voilà, voilà le grand sujet. Ouais, et puis Euh, tout le côté rapidité, sécurité, on n'a plus Bien besoin sûr. d'avoir une poche plein de billets pour envoyer une mallette à l'autre bout du monde. En fait, on fait un clic et de manière décentralisée, sans qu'il y ait réellement de contrôle, hein, parce que avec des États qui vont justement vers plus de contrôle, ça va également jouer en faveur des cryptoactifs, même s'il y a une certaine régulation qui apparaît. Malgré tout, ça donne beaucoup plus de flexibilité que la finance traditionnelle.
Beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de liberté, un peu comme aujourd'hui, on peut globalement envoyer un mail, un SMS par Internet assez rapidement, un peu à tout le monde. Et ben, c'est à peu près la même chose pour de l'argent, pour de la valeur. Et évidemment, cette technologie, bah, plus elle est comprise et adoptée, plus elle a de l'importance, hein. C'est comme Internet. C'est pas né en une année, hein. Ça met des décennies. Et aujourd'hui, on est presque, enfin, on est à l'apogée d'Internet. Et en fait, les actifs numériques, c'est vraiment un sous-ensemble finalement d'Internet, puisque ça utilise Internet pour transférer de la valeur. Et Hmm. évidemment, effectivement, les coûts sont drastiquement réduits, puisque bah, évidemment, c'est comme quand on envoie un mail, voilà, on passe pas par une lettre avec la poste, etc. On réduit drastiquement les coûts et c'est quasiment instantané et ça peut apparaître évidemment de partout dans le monde. Donc c'est vraiment une évolution bah, voilà, humanitaire, hein, comme Internet l'est. Voilà, donc les actifs numériques sont une évolution à part entière. Donc après, c'est un grand sujet, évidemment, on peut en discuter longuement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que cet inconnu, Satoshi, a posé cette invention publiquement, eh ben, peu importe qui il est, si c'est une personne, si c'est voilà, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un groupe de personnes, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui appartient à tout le monde et tout le monde peut y avoir accès. Et la personne qui a inventé ça a ouvert une boîte de Pandore, puisque grâce à ça, d'autres voilà, chercheurs se sont rendus compte que c'était possible de faire la même chose, de faire la même chose avec un autre design, et c'est là que sont apparus d'autres actifs numériques, d'autres cryptos, notamment Ether, qui est la deuxième aujourd'hui sur le marché, la deuxième plus grosse par capitalisation, qui, elle, alors il faut comprendre que, je reviens un peu sur Bitcoin, l'objectif de Bitcoin, c'est vraiment d'être une monnaie peer-to-peer, donc vraiment transfert de valeur d'une personne à une autre. Ça a aussi pris la forme d'une réserve de valeur en cours, donc c'est-à-dire que c'est en cours de devenir une réserve de valeur. Donc ça veut dire que c'est pas une réserve de valeur aujourd'hui comme l'or, puisque ça met beaucoup de temps. Il faut évidemment des décennies pour que ça le devienne, mais c'est en chemin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité, parce que bah, tant on ne sait pas si c'est réellement une réserve de valeur globale, mondiale, internationale, eh bien le cours fluctue. Le jour où ça sera une réserve de valeur mondiale, eh ben, voilà, le cours fluctuera beaucoup, beaucoup moins. Tout ça pour dire que BTC donc, a vraiment l'objectif d'être une transfert de valeur et réserve de valeur à terme. Et l'Ether, du coup, qui est donc la deuxième crypto, qui est, là, a été cofondée par Vitalik Buterin et d'autres chercheurs hein, qui sont connus là par rapport à BTC. Eux, on se sont dit, bah, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais il est aussi possible de faire de la programmation sur Internet, donc sur de la blockchain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la programmation? Ça veut dire que si on donne un exemple un peu dans la vie concrète, c'est moi je vais parier demain qu'il va faire beau, toi Kevin, tu vas parier que demain qu'il va pleuvoir. On va inscrire ça dans la blockchain. On va mettre tous les deux 5 euros, par exemple, inscrits dans la blockchain. Et si demain il pleut, il va y avoir un oracle qui va lire sur toutes les stations météo s'il a bien plu. Effectivement, il a plu. Donc, le vainqueur du pari, c'est toi, Kevin. Et donc, les 10 euros sont crédités. Et je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux pas bah, essayer de frauder le juge, hein, qui est la blockchain. Je Hmm. peux plus, voilà, je peux plus modifier le pari. Donc, en fait, c'est vraiment un contrat. Et là, le contrat que j'ai expliqué, c'est un contrat basique, hein, c'est un pari. Mais en fait, un contrat, des contrats, il y en a exactement, il y en a vraiment de partout, en fait. Quand on fait un prêt, auprès d'une banque, c'est un contrat. Quand on fait une assurance, c'est un contrat. Quand on fait un achat, c'est un contrat. Donc en fait, on se rend compte que finalement, la blockchain, c'est pas juste une transfert de valeur et une réserve de valeur sur le long terme, mais c'est aussi en plus de ça un outil pour utiliser, voilà, pour rendre immuable des contrats. Voilà, et donc ça devient à partir de ce stade avec l'Ether, voilà, la blockchain prend encore une plus grande ampleur que simplement la partie financière, puisque évidemment, dans les contrats, on peut tout intégrer. Euh, Valider des diplômes, voilà, valider plein d'informations. Voilà, c'est vraiment très très large. Donc voilà, je ne sais pas si déjà c'est à peu près clair sur les deux voilà, les deux grandes cryptos, les deux grands concepts à comprendre. Voilà. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. De toute manière, ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Voilà, donc de l'or numérique.
Et l'Ether, justement, bah, ça va permettre de mettre en place un certain nombre de contrats qui ont une application réelle, parce qu'on a des contrats tout autour de nous, hein, et c'est que le démarrage réellement des smart contracts. Il va y en avoir de plus en plus, typiquement, pour celles et ceux qui ont passé un diplôme de l'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, il reste relativement simple de frauder ces diplômes, alors soit via des applications spécifiques, soit en les achetant sur Internet. Le fait justement de l'inscrire dans la blockchain, ça ne sera plus falsifiable. Donc, on a des applications pour énormément de choses. Les transactions immobilières, pour éviter la fraude, par exemple sur Cadastral, eh ben, on pourra très bien inscrire dans la blockchain l'ensemble des transactions immobilières qu'il y a pu y avoir, et donc il n'y aura plus lieu d'avoir des litiges, vu que tout sera inscrit et vérifié, et ça aura une vraie valeur. Voilà, tout à fait. C'est un registre vraiment qui est distribué et qui permet vraiment d'ancrer des informations dans le temps, toute information qui a de la valeur, hein, tout simplement, et donc bah, la plupart des contrats en ont, tout simplement. Ensuite, il faut comprendre donc que après, bah, voilà, une fois que cette boîte de Pandore a ouvert, on s'est rendu compte qu'on peut faire de la valeur, des transferts de valeur et valeur refuge. On peut créer des contrats intelligents, programmer des contrats, et on se rend compte en fait qu'on est capable de faire plein d'autres projets. Donc, un peu comme par exemple sur son iPhone, on a plein d'applications et chaque application permet de résoudre un service. Par exemple, Blablacar pour faire du covoiturage, Uber pour faire du transport, Uber Eats pour commander à manger. Bah, on se rend compte que chaque application résout un problème de notre quotidien. Bah, en fait, on se rend compte qu'il est possible de faire, bah, en fait, c'est la même chose, en fait, tout simplement pour ce qu'on appelle les altcoins, donc les autres jetons que Bitcoin. Donc il y a Ethereum, mais il y en a d'autres. Il y en a des dizaines, des milliers. Tous ne se valent pas, évidemment, comme pour les entreprises, hein, chaque entreprise ne se valent pas, et chaque entreprise cherche à résoudre un problème. Et ben chaque cryptoactif cherche à résoudre un problème et est adossé donc à un projet. Évidemment, l'objectif, c'est que le projet bah, ait de la valeur et réussisse, soit utilisé. Et dans ce cas-là, l'actif numérique en question qui est rattaché à ce projet doit aussi pouvoir capter la valeur. Et c'est là que va apparaître vraiment un prix pour ces actifs numériques. Donc Bitcoin a énormément de valeur puisque c'est une réserve de valeur. Ça permet justement de se protéger ben voilà, de beaucoup de politiques monétaires. Alors nous, dans le monde occidental, on est globalement voilà, on a un peu d'inflation, mais par rapport à d'autres pays, c'est pas grand-chose. Donc pour beaucoup d'autres pays, le Bitcoin est vraiment très très important puisqu'il permet vraiment de mettre sa valeur en sécurité et être sûr qu'on ne peut pas imprimer plus Hmm. de billets, hein, tout simplement, puisque la quantité de Bitcoin est limitée et que bah, on ne peut plus modifier ce chiffre de 21 millions, puisque voilà, grosso modo, on a jeté les clés et donc on ne peut pas le faire. Et donc beaucoup de personnes dans beaucoup de pays ont ce besoin-là. Il existe aussi les transferts transfrontaliers, hein. Aujourd'hui, quand on fait un transfert, nous, entre amis en France, tout se passe bien, c'est assez facile. Mais quand bah voilà, une personne qui a une famille en Équateur, qui travaille aux États-Unis, qui veut envoyer de l'argent à sa famille, s'ils passent par des sociétés comme Western Union, ils se font amputer de 10% de l'argent qu'ils envoient. S'ils envoient 1000 euros, leur famille reçoit 900 et sous plusieurs jours. Avec le Bitcoin, on envoie 1000 euros, on reçoit 900,99999, donc c'est dérisoire et en quelques secondes. Donc voilà, c'est là la réelle, voilà, la réelle innovation se porte surtout dans les pays un peu moins stables que la nôtre. Nous, on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, les actifs numériques pour nous, dans le monde occidental, c'est surtout voilà, une réserve de valeur et un investissement parce que c'est une technologie qui se fait adopter, qui est en cours d'adoption et donc c'est là qu'il y a une opportunité. Si on comprend mieux les actifs numériques bah, que les autres, hein, c'est exactement la même chose pour les actions. Voilà. Et donc chaque altcoin, je reviens sur les sujets des autres altcoins, donc chaque altcoin, chaque autre crypto que BTC possède un projet et donc une crypto. Et nous, bah, justement, dans notre service, c'est justement d'essayer de comprendre au mieux chaque actif numérique, à quoi il sert, quelle est son utilité et résout-il un problème. Voilà. Ça, c'est un grand sujet et c'est tout, comme toutes les entreprises, hein. Chaque entreprise cherche à résoudre un problème et c'est pour ça qu'elle possède de la valeur. Voilà. Hmm. Euh, voilà, sur les sujets de l'adoption, alors mes données sont un peu vieux. Là, on est sur l'année 2022. Aujourd'hui, on est à plus.
près de 12% des Français qui possèdent des actifs numériques, quasiment voilà, 10% dans le monde. Donc on commence à arriver à des grands chiffres, des chiffres qui ne sont plus anodins, qui sont plus des clusters de personnes qui possèdent des cryptos. On est vraiment sur une grande quantité de personnes. Et aujourd'hui, sur le marché français, par exemple, il y a plus de détenteurs d'actifs numériques que d'actions. Alors attention à ne pas confondre, pas en termes de valeur, mais en termes de personnes qui possèdent des actifs numériques. Donc, si on possède 1 € ou 5 € de Bitcoin, voilà, on est un détenteur de crypto. Et donc, il y a plus, on est autour de 12% de détenteurs de crypto en France, contre 6% d'actions. Voilà. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs qui a beaucoup plus pénétré le marché des jeunes, tout simplement, des Français, en tout cas, sur les études. Voilà. Euh, Sur le potentiel d'appréciation, bah, je ne vais pas en revenir dessus, hein, mais grosso modo, on est sur 21 millions de Bitcoin. C'est vraiment l'information qu'il faut enregistrer. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment le fait surtout que ça soit fixe et que ça ne puisse plus changer. Voilà. Par contre, de mémoire, si je dis pas Oui, de bêtises, on va atteindre 100% des bitcoins émis en 2144, c'est ça? oui, c'est ça, c'est ça. Mais après, ça sera évidemment des poussières, hein. Ça, Ouais. ça tend vers 21 millions, hein. Voilà. Mais pour faire simple, voilà, on arrondit à 21 millions parce que c'est anecdotique, puisque bah, ça ne modifiera pas, ça ne diluera pas la quantité de jetons, qu'on soit à 19,5 ou 21 millions sur 100 ans. C'est quasiment dérisoire comme inflation. Hmm. Voilà. Mais l'information qu'il faut vraiment enregistrer, c'est surtout que c'est une quantité limitée et on ne peut plus faire machine arrière. On ne peut pas se dire, bon, bah, et si on en imprimait 1 million de plus? Ça n'est pas possible, puisque c'est un peu le fait que ça soit décentralisé. Bah évidemment, si moi demain je fais tourner mon nœud Bitcoin et je dis non, il y a 22 millions de Bitcoin, bah, le réseau, qui est la majorité, va me dire bah non, il y en a 21 millions, ça a toujours été comme ça, on ne peut pas changer. Il y a une espèce de vote entre moi et tout le reste tout le monde entier, et là, ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faudrait par exemple que 100% des personnes sur Terre soient d'accord pour qu'on passe à 22 millions, par exemple. Et là, techniquement, ce serait possible. Mais arriver à un consensus comme ça, c'est quasiment impossible, puisqu'évidemment, personne ne le souhaite, Hmm. euh, notamment tous les détenteurs. Voilà. Sur la diversification, aujourd'hui, c'est vraiment une classe d'actifs à part entière. Il n'y a pas de doute. C'est certain, notamment parce que c'est une classe d'actifs qui n'est corrélée à rien, contrairement à ce qu'on pense. Pendant effectivement, voilà, par exemple en 2020, il y a eu certaines corrélations ponctuelles avec les marchés actions, notamment les marchés technologiques, comme le Nasdaq. euh, mais ponctuellement. Mais à partir du moment où on prend un spectre plus large, sur quelques années, on se rend compte qu'il y a vraiment plus de corrélation et donc les actifs numériques ont vraiment une vie à part entière, comme les métaux précieux, comme les obligations, comme les actions et comme toutes les autres classes d'actifs, et l'immobilier. Voilà. Et c'est une classe d'actifs voilà, qui grandit très vite, hein. Voilà, aujourd'hui, on est autour de 3 trillions de dollars, donc ça grandit très vite. Voilà. Je sais pas déjà si je suis assez clair. Est-ce qu'il y a déjà il y a des sujets sur lesquels il faudrait revenir un peu sur voilà comment ça fonctionne ou pas, voilà. Non, mais c'est très bien la Ouais. synthèse que tu as pu faire. Après, de toute manière, hein, toutes les informations sont accessibles en libre, Oui. libre accès sur Internet. Euh, Mhm. euh, non, mais je sais très bien, tu as fait une synthèse, c'est pas utile de rentrer plus dans le détail. Peut-être juste Ouais. nous redire ce qu'on entend autour de blockchain. Oui, bah, la blockchain, c'est vraiment la technologie, hein, dessous, comme aujourd'hui, quand on utilise Blablacar, on s'en rend pas compte, mais on utilise Internet, forcément. Et donc, bah, voilà, quand on possède une crypto et qu'on utilise une crypto, on utilise la blockchain. La blockchain, c'est vraiment la technologie qui permet de faire ce qu'on appelle le copier-coller, hein, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un intermédiaire qui vienne, bah, comme aujourd'hui les banques, bah, voilà, bah, en fait, avoir un accès finalement, et une banque peut finalement refuser un paiement, bloquer un système, puisque c'est un tiers, tout simplement, c'est un tiers de confiance. Et grâce à la blockchain, on se passe des tiers de confiance.
Après, je ne veux pas forcément partir sur les sujets plutôt techniques, mais grosso modo, ce sont des blocs, hein, tout simplement, qui avancent dans le temps, un peu comme une horloge, et on tourne, voilà, c'est un grand livre, et on tourne page après page. Dans chaque page, c'est-à-dire un bloc, on va écrire toutes les transactions qui sont déroulées les 10 dernières minutes. Une fois que tout est validé, qu'on vérifie qu'il n'y a pas de double dépense, on fait un tampon sur la page, on tourne la page et on refait ça, voilà, tout simplement. Ça, c'est le rôle des On refait mineurs. l'exercice. Ça, c'est le rôle Oui, des c'est le rôle des mineurs. mineurs. On appelle le Voilà, c'est le rôle minage des des mineurs. bitcoins. Donc, leur but, c'est justement de valider tout ce qui est écrit sur le grand registre qui appartient à la blockchain. Et pour ce faire, ils ont une partie, tout ou partie des frais de transaction que l'utilisateur paye, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, ils ont deux sources de revenus. Ils ont les frais que les utilisateurs payent et la petite inflation qui est générée par Bitcoin aujourd'hui, qui est pour passer de 19 millions à 21 millions. Et à terme, en 2140, ils n'auront que les frais de transaction. Voilà, donc Ok. aujourd'hui, il y a les Ah, deux. donc les premiers mineurs ont été le plus gagnants parce que Oui, ils tout ont à fait. fait énormément de fractions de Bitcoin, tandis que maintenant, c'est beaucoup plus concurrentiel. Ouais, et ce sont les plus gagnants en nombre de Bitcoin, pas forcément en quantité en dollars. Oui. C'est-à-dire que bah, Satoshi, la première fois qu'il a fait tourner son réseau, en fait, il y avait une récompense de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes et pendant les 4 premières années. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un halving, et c'est-à-dire que le réseau réduit les récompenses par deux tous les 4 ans. Et donc on passe à 25 Bitcoins tous les 4 ans. Et aujourd'hui, voilà, on est passé assez récemment, hein, en avril, à 3,125, quelque chose comme ça, parce que bah, voilà, c'est 50 divisé par 2, 25, 12,5, 6,25 et 325. Et ça va continuer à se diviser par deux. Et c'est pour cette raison qu'à la fin, ça tend vers 21 millions, parce qu'à la fin, on n'a que des poussières de Bitcoin et ça s'éteint à 2140. Et il y a juste les frais qui sont générés par le réseau. En fait, l'idée, c'est vraiment du génie quand même, je trouve, d'avoir réfléchi à ça, c'est de créer de l'incitation au début du réseau pour que les mineurs aient un intérêt à protéger la blockchain, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde y est gagnant, c'est-à-dire que le mineur protège la blockchain et est rémunéré pour, l'utilisateur est content de faire des transactions et paye des petits frais, et est aussi content d'avoir une réserve de valeur, enfin, un endroit où il y a une quantité limitée d'unités, c'est-à-dire 21 millions, et c'est un cercle, voilà, c'est un cercle, un bon cercle, quoi, tout simplement. Et plus tard, Vertu. normalement, vertueux, c'est le mot que je cherchais, merci. Et plus tard, en 2140, bah, normalement, les frais de gestion, les frais de transfert, pardon, entre pair à pair seront tellement grands et importants si le réseau est adopté, voilà, beaucoup plus, eh bien, ces frais rémunéreront complètement les mineurs. Mais effectivement, l'industrie du ménage, c'est une grande industrie, c'est aussi assez complexe et c'est pas forcément ce qu'il y a on n'a pas forcément besoin de comprendre comment ça fonctionne. Si on veut comprendre déjà dans les grandes lignes, voilà, comprenons la partie économique, le fait qu'il y ait une quantité limitée, le fait que ça soit transparent, le fait que ça soit immuable, qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas imprimer plus de jetons, qu'on ne peut plus nous les prendre, nous les voler, si on les sécurise correctement, évidemment. Ce qu'on entend souvent sur les hacks, en général, c'est des erreurs humaines, c'est tout le temps des erreurs humaines. Voilà, la blockchain Bitcoin n'a jamais été hackée en soi, c'est toujours des erreurs humaines, Hmm. des erreurs de plateforme. Voilà, voilà. Et, et- et- et ça, t'en parleras juste après, parce que vous, justement, quand on vous fait gérer nos bitcoins, vous n'êtes pas sur un échange centralisé, parce que par exemple, Binance ou Coinbase, c'est centralisé, donc il y a un risque de hacking, mais vous essayez un petit peu de décentraliser les choses pour éviter, pour limiter le risque? Alors non, non, c'est compliqué parce que nous on a un service centralisé tout simplement, hein. On est un tiers de confiance et évidemment, nous, notre objectif, c'est faire de la gestion de portefeuille, donc c'est différent, c'est de la partie financière. Évidemment, c'est très important qu'il y ait les bases de la blockchain sans tiers de confiance pour bah, voilà, pour vraiment être autonome, mais on peut pas vivre non plus dans un monde où on fait confiance à personne. Voilà, si demain je vais au coiffeur, j'ai pas envie de vérifier à chaque fois que les ciseaux soient bien taillés, voilà, que à chaque fois que je prends un train, vérifier que les freins fonctionnent. Il y a un moment, on est aussi obligé de vivre dans un monde de confiance. Mais
on a la possibilité de posséder ces cryptos. Et c'est ça la grande différence avec le monde traditionnel aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si on veut posséder la totalité de son capital, bah, on peut pas. C'est très compliqué. On peut pas avoir des milliers d'euros en billets sous le matelas, ça serait risqué, ce serait compliqué. On peut pas. On est obligé d'avoir un compte Mm. bancaire, on est obligé d'avoir des actifs quelque part. Dans le monde des cryptos, on est capable de posséder totalement son patrimoine, voilà, sur sa clé, voilà. C'est vraiment une révolution pour ça. Mais évidemment, tout le monde ne le souhaite pas tout le monde souhaite aussi avoir des services autres. Nous, on fait partie évidemment des services autres, voilà, des services tiers. La fameuse clé Ledger. Oui, voilà, la fameuse clé Ledger qui permet de protéger ses actifs numériques, voilà, sans intermédiaire, voilà, Et, et la protéger technologiquement. et avant que tu attaques justement la partie gestion active, pourquoi justement faire gérer son portefeuille crypto et le faire vivre, parce que le but c'est de le faire vivre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la régulation? Qu'est-ce que la régulation au niveau étatique pourrait amener comme contrainte? Est-ce que c'est juste un feu de paille politique ou ça peut amener certains changements? Oui, bien sûr, bah, la régulation s'empare du sujet tout simplement parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus grand et de plus en plus adopté. Donc c'est quand même sain d'avoir de la réglementation dans le sens où à partir du moment où une technologie est grandement adoptée, c'est bien d'avoir de la réglementation parce qu'évidemment il faut des règles, mais ce Hmm. qu'il faut évidemment c'est que les règles soient correctement construites, qu'elles soient adaptées et qu'elles ne détruisent pas l'innovation. C'est là que le sujet est difficile. Voilà, il faut des règles, mais il faut qu'elles soient correctement mises en place. C'est là le sujet difficile parce que bah, évidemment ça dépend des pays. Voilà, il y a des pays voilà, qui interdisent complètement. Alors c'est quand même très rare, les pays qui interdisent complètement les actifs numériques. La plupart les considèrent vraiment comme des actifs à part entière, hein. Aujourd'hui, par exemple, en France, ben, voilà, les actifs numériques sont totalement légaux. Ils sont évidemment à déclarer. On déclare des plus-values. Donc à partir du moment où on paye des impôts dessus aussi, voilà, vraiment un système bah, voilà, classique hein, comme toutes les autres classes d'actifs. Donc aujourd'hui, il y a la loi donc PSAN, voilà, ça vient de la loi Pacte. Il y a le statut de PSAN, donc prestataire sur actifs numériques. Aujourd'hui, il y en a 100, 110, 120, quelque chose comme ça. Nous, on en fait partie, qui sont enregistrés en France. Et demain, quand je dis demain, c'est 2025-2026, tous les acteurs devront être MiCA compliance, donc Market in Crypto Asset, qui reprend globalement la même chose que le PSAN avec un step au-dessus Hmm. et qui permet aussi de homogénéiser le sujet sur toute l'Europe. Voilà, puisqu'on a affaire à des actifs qui sont bah, par nature numériques, donc on ne peut pas réguler voilà, que uniquement par pays. Voilà, Mika, c'est ce qui sera en place à terme en Europe sur tous les sujets des actifs numériques. Donc évidemment, quand on fait des investissements dans les actifs numériques, on regarde avec qui on travaille et ces acteurs doivent être enregistrés ou agréés Mika pour plus tard. Voilà. Ok. C'est un grand gage de confiance et évidemment c'est sain hein, tout simplement parce que tous les acteurs ne sont pas de confiance et il y a un travail qui est mis en place au niveau de la réglementation pour faire les choses correctement. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques Bien encore sûr, dans la bien crypto, sûr. au même titre que le forex, que le champagne et le vin. Vous voyez probablement passer sur Facebook les fameux livrets plus à 10% ou alors investissez dans le vin et gagnez 6% par mois. Dans la crypto, c'est assez récurrent avec tous Bien ces sûr. systèmes de pyramides de Ponzi et d'affiliation. Donc, il faut être très, très vigilant. Rome ne s'est pas faite en un jour. Sur les crypto-monnaies, ça prend peut-être un peu moins de temps, mais construire du patrimoine, ça nécessite quand même une vision moyen terme, hein, à minima. Tout à fait, et puis c'est pas associé aux actifs numériques, hein. Bah, ces arnaques, ces pyramides de Ponzi existent depuis tout temps sur Mm. toute technologie, hein, à l'époque d'Internet, c'était bien la même chose. C'est pas nouveau, c'est juste que ça se répète à chaque fois qu'une innovation apparaît. Voilà, des gens un peu plus crédules se font avoir, des arnaqueurs montent des choses très complexes parfois. Donc il faut évidemment faire attention, bien comprendre, voilà, comprendre ce qu'on fait. Et surtout, la première chose à faire, c'est s'éduquer déjà. Voilà, s'éduquer avant d'investir. Voilà. Et ensuite, investir intelligemment, ne pas être trop guidé par ses émotions
diversification et être plutôt pour la même chose. C'est la même chose pour les autres classes d'actifs, hein, actions, obligations, pour tout, hein. On parle de l'investissement en général. Hmm. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, si tu veux, je vais présenter notre service. Donc, notre service, c'est vraiment de proposer un accompagnement complet de A à Z pour l'investissement dans les actifs numériques. Donc vraiment de rajouter une grande couche d'humain, tout simplement, parce qu'on a affaire à des actifs numériques, donc qui sont par nature numériques, assez complexes. On a beaucoup de services de trading algorithmique, voilà, de choses automatisées. Derrière, on parle évidemment d'un investissement qui de l'argent. Donc l'argent est un sujet important pour les investisseurs. Et donc l'objectif, c'est vraiment de créer le lien entre ces investisseurs qui n'ont pas soit le temps, soit les compétences, parce que c'est vraiment un métier à part entière, hein. On ne peut pas être boulanger la journée, trader la nuit ou investisseur de nuit. On peut s'éduquer, évidemment, mais investisseur en gestion active, c'est vraiment un métier à part entière. Après, il y a la gestion, il y a l'investissement passif qui est aussi très bien, hein, c'est-à-dire qui consiste simplement à investir voilà, régulièrement et de ne rien faire, hein. Ça fait partie aussi, c'est un très bon investissement, hein, l'investissement passif. Voilà. Nous, on Hmm. fait partie de la catégorie des investissements actifs, où là, notre objectif, c'est de battre le marché d'adoucir aussi la volatilité et de proposer cet accompagnement voilà, de A à Z. On a nos clients, des fois, voilà, qui nous envoient un message, qui nous appellent parce qu'ils ont vu telle news, ils sont plutôt inquiets. Voilà, on va discuter avec eux, on va leur expliquer ce qu'il en est. Voilà, il va vraiment y avoir une relation avec le conseiller. Voilà. Et donc, on propose cet accompagnement via donc un mandat de gestion. Donc, c'est un mandat euh, qui est signé entre l'investisseur et nous, hein, notre société, pour gérer le portefeuille d'un client en fonction de son horizon d'investissement et voilà, de son aversion au risque, hein, tout simplement. Chaque personne est unique, chaque personne a une aversion au risque unique et ça peut évoluer au fil du temps, hein. Voilà, on peut être jeune et vouloir prendre plein de risques et à la fin, plus tard, chercher justement à essayer de se protéger parce que notre situation change, on a un enfant, on achète une maison, voilà, voilà, c'est vivant. Et nous, on propose justement d'accompagner un investisseur tout au long de sa vie, hein, si possible. S'il peut investir toute sa vie, c'est vraiment sain. Et on propose cet accompagnement tout le long. Voilà. Hmm. Euh, sur donc la flexibilité, nous aujourd'hui, on n'a pas voilà, de durée minimum d'investissement. Évidemment, c'est très fortement conseillé d'investir sur le long terme, 3 à 4 ans minimum. Voilà, on investit sur 3 à 4 ans. Donc, ce qu'on investit, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin pendant cette durée-là, au minimum. Voilà. Mais évidemment, en cas d'urgence, on peut tout à fait les retirer. On n'a pas de blocage. Voilà. On conseille très fortement de faire du DCA, donc Dollar Cost Averaging, ça veut dire simplement investir tous les mois une somme dont on peut se permettre d'investir pour construire son portefeuille. On se rend compte que ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, l'investissement régulier, puisqu'on ne se rend pas compte, mais le temps passe et chaque montant qu'on a déposé tous les mois, ça a une réelle importance, là où souvent on se focalise que sur le montant ponctuel et on oublie en fait que tous les mois on peut faire croître son patrimoine. C'est vraiment un marathon, c'est pas si on veut faire l'investissement, c'est vraiment quelque chose de long terme. Hmm. C'est pas du trading et du jour au lendemain, voilà, on devient riche. Voilà, il faut un moment rester un peu dans le monde réel et construire quelque chose de plus sûr. En tout cas, nous, c'est notre vision sur une classe d'actifs qui est risquée. Ça fait partie des classes d'actifs les plus risquées aujourd'hui. Donc, évidemment, on n'y met pas non plus tous ses œufs. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça marche pour les actifs numériques. Globalement, dans les patrimoines, on se rend compte qu'on est autour de 1 à 5% Hmm. dans les actifs numériques. Évidemment, on peut augmenter en fonction de la version au risque. Évidemment, ça dépend de chaque personne. Voilà. Mais globalement, on est autour de ça. Oui, parce que le plus important, c'est ce que je raconte régulièrement en entretien, ce n'est pas la valeur, enfin le rendement à l'instant T du portefeuille, mais c'est le nombre d'actions détenues, le nombre de parts de SICAV, de fonds, de TF détenus au sein du portefeuille. Pour la crypto, c'est pareil. Le plus important, ça va être le nombre de bitcoins que je détiens. Donc le but, c'est d'en avoir le plus possible dans mon portefeuille en se détachant de la volatilité court terme et de la valeur à l'instant T. Parce que notre objectif de placement, il est beaucoup plus loin. Il n'est pas à 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est à 10, 15, 20.
30 bien sûr. ans, hein. Souvent, on fait ça pour se protéger pour plus tard. Donc derrière, le plus important, ça va être d'acheter un maximum. Et il vaut mieux acheter quand on est en phase de solde, hein. Il vaut mieux acheter sur un marché qui baisse. Alors certes, la valeur du portefeuille peut être négative, mais c'est pas grave, parce que j'achète de moins en moins cher. Et donc, forcément, au moment En plus de jetons. d'un rebond, eh ben, c'est jackpot. Mais ça, Oui, c'est bien sûr. compliqué à C'est l'intégrer. compliqué à l'intégrer. Ben, en fait, au même titre que quand on achète sa maison, une maison, je pense pas que tous les jours on va aller voir le cours de la maison, de notre maison qu'on a, et se dire bon, est-ce que ma maison a pris de la valeur ou pas? Non, parce que on parle voilà de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et on se posera la question de quelle est la valeur de cette maison le Mm. jour où on voudra la vendre. Si on souhaite investir dans les cryptos et qu'on est d'accord pour rester 4 à 5 ans, ça sert à rien globalement de regarder le prix entre. Voilà, on pourrait le regarder une fois tous les 6 mois, ce serait très bien. Euh, une technique, c'est de le regarder en Bitcoin, effectivement, en valeur, en quantité de jetons. Donc ça, c'est Mm. très bien, puisqu'évidemment, normalement, ça ne bouge pas. Ou alors ça augmente avec la gestion active. Mais globalement, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas ce sujet. Voilà. Et donc ensuite sur le sujet de bah, voilà, pour revenir donc flexibilité, accompagnement humain, sur les deux autres points, la sécurité et la performance. Donc la sécurité aujourd'hui, donc notre modèle évolue hein, aussi. On travaille avec Binance, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires comme Tilvest et comme Swissquote aussi. Donc en fait, on propose une stratégie d'investissement. On propose trois types de portefeuilles, mais on va y revenir, hein, mais c'est prudent, équilibré, dynamique en fonction du profil des clients et on peut voilà, apposer cette gestion sur différentes plateformes. Voilà. Sur la performance, nous, notre objectif, c'est vraiment de surperformer un indice qui est composé essentiellement de Bitcoin. T'as peut-être Et le track record, hein. Tu l'as oui, sur le bien sûr, j'ai un portefeuille? track record, je l'ai, je le présente après, mais voilà, j'en ai un plus tard. Bah, je vais le présenter tout de suite. Tant que j'y suis. Voilà, donc en gros, grosso modo, il y a la ligne jaune, je ne sais pas si c'est très clair, qui représente le cours du Bitcoin, et nous, la partie bleue, sur le portefeuille prudent, équilibré en vert et dynamique en rouge. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire mieux, puisqu'on fait une gestion active et on cherche justement à générer plus de jetons, tout simplement, plus de Bitcoin en fait. Comment je vais revenir sur la stratégie, mais globalement, on a deux grands piliers sur notre stratégie. Donc le premier grand pilier, c'est l'analyse de cycle. Il y a historiquement des cycles de 4 ans dans les marchés, dans Bitcoin, et donc Bitcoin lead le marché des actifs numériques, donc et dans tout le marché crypto, on a des marchés qui sont historiquement de 4 ans, marché haussier, marché baissier. Et ça a tendance à se répéter. Et évidemment, on a appris au fil des cycles à naviguer au travers de ces cycles. On a construit par exemple en interne un indicateur hein, qui se prend de 0 à 100 et tout simplement aussi basique que ça soit, on essaie de se protéger au maximum les portefeuilles quand on se rapproche de 100 et on réinvestit les portefeuilles quand on se rapproche de 0. Voilà, c'est aussi basique que ça, c'est beaucoup plus dur à faire réellement, mais c'est aussi simple que ça. Et bah, cet indicateur, on va justement essayer d'être basé sur des données voilà, non émotionnelles et donc c'est pas nous qui du jour au lendemain on va se dire bon on vend tout, on achète tout parce que voilà aujourd'hui je suis de bonne humeur. Non, c'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne. C'est surtout bah, voilà beaucoup d'indicateurs, des indicateurs sur l'analyse comportementale, sur l'analyse temporelle, sur l'analyse on-chain, sur l'analyse des marchés dérivés. Donc c'est vraiment on essaie de varier nos infos au sein de notre indicateur et pour gérer au mieux les cycles. Comment on protège les portefeuilles? Tout simplement en stablecoin. Donc voilà, on protège les portefeuilles. Dans nos portefeuilles, on a une dizaine, une quinzaine d'actifs. On a ce qu'on appelle les majeurs, Bitcoin, Ethereum. On a les small cap, les mid cap, pardon, entre le top 200 et le top 50, et les small cap entre le top 50 et le top 200. Voilà. Donc on ne va Ah, pas plus loin.
Ah, il y a Oui, une coquille. Les mid-cap, c'est jusqu'au top 50. Et ensuite, le small ouais, cap, c'est du pardon. top 50 au top 200, c'est ça? Ouais, c'est ça, excuse-moi. Ouais, exactement. Et donc, on va pas plus loin que le top 200, puisqu'il y a déjà bien assez de risques, bien assez de volatilité, et il y a de très beaux projets dans le top 200. Voilà. Donc, on se focalise sur ça, et on a donc, voilà, je fais des va-et-vient dans le PPT. Voilà, on a les majeurs, les mid-cap et les small-cap. Et dedans, on a aussi les stablecoins. Cette partie en stablecoin varie en fonction de où on se situe dans le cycle. Quand on est en fin de marché aussi, on va essayer d'être à 100% en stablecoin. Et inversement, quand on est au fond du marché baissier, voilà, que tout le monde est globalement déprimé et que les actifs numériques, c'est fini, eh ben, nous, on va essayer de s'investir au maximum et de plus avoir de stablecoin et d'avoir que des actifs donc volatiles. Donc la partie stablecoin varie. Évidemment, au sein de ces projets, on fait des études approfondies dans les actifs numériques qu'on met en portefeuille. On en a entre 10 et 15. Évidemment, il y a BTC, ETH, Bitcoin, Ethereum. Et ensuite, dans ce top 200, on fait donc du stop picking, hein. On cherche à trouver quel est l'actif numérique qui a le plus de potentiel. Hmm. Est-ce que cet actif numérique est vraiment capte la valeur du projet en question? Ça revient à mon deuxième pilier, donc qui est l'étude de la tokenomics, qui est vraiment le deuxième sujet après l'analyse de cycle. Donc, l'étude de la tokenomics, c'est quoi? C'est l'économie du jeton en question. Quand on parlait de Bitcoin, on parlait du jeton Bitcoin qui repose sur la blockchain Bitcoin, et il y a 21 millions de jetons Bitcoin. Voilà. Bah, dans chaque projet, on a une quantité de jetons et cette quantité de jetons, elle est définie par les fondateurs du projet. Donc en l'occurrence, Bitcoin, c'est fixé et c'est voilà, c'est leur sujet. Bon, on ne change plus cette tokenomics, mais il y a des tokenomics qui sont vivantes ou alors il y a des tokenomics qui sont fixées par des gérants de projet, hein, et qui sont différentes tout simplement les unes des autres. On ne peut pas comparer une tokenomics 1 et une tokenomics 2. On a donc voilà, la tokenomics, ça va être quoi? C'est combien de jetons on a, quelle est l'inflation, donc en fait l'impression de nouveaux jetons, où vont ces nouveaux jetons qui sont imprimés, est-ce qu'il y a du burn de jetons, c'est-à-dire la destruction de jetons, est-ce qu'il y a du vesting? Vesting, c'est des investisseurs early qui possèdent des jetons et qui sont verrouillés pendant un certain temps, qui à un moment évidemment se déverrouillent et donc ils peuvent faire une pression vendeuse sur le marché. On a aussi donc le staking voilà, qui est un blocage des jetons en, en récompense d'un yield, hein, qui est le cas par exemple pour l'Ethereum. Donc on fait vraiment une étude approfondie de la tokenomics et de comment va vivre le jeton en fonction de son avenir. Voilà, tout simplement. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut beaucoup mieux le comprendre si on sait que bah, voilà, chaque mois, il y a une impression qui double la quantité de jetons en circulation. Bah, voilà, on ne va pas aller sur ce type de jetons. Voilà. Et Donc, ça, évidemment, c'est le cas de beaucoup de jetons et beaucoup d'investisseurs. au revoir. Voilà. Ouais, voilà, se font avoir puisqu'ils achètent juste parce qu'ils aiment bien le nom, ils aiment bien le logo, et c'est fini pour les recherches. Voilà. Et bien évidemment, on peut pas faire de l'investissement intelligemment comme ça. On doit passer du temps, on doit passer de l'énergie, on doit comprendre. Et si on investit sans comprendre, ça c'est la plus grande des bêtises. Voilà. Donc voilà. Donc sur nos stratégies, c'est ça l'analyse de cycle et l'étude de la tokenomics et des projets en question. Et vous étudiez les projets de création de nouvelles cryptos ou pas forcément? Vous restez toujours dans le top 200? Ouais, on reste sur le top 200 déjà parce que nous, bah, d'un Parce que point de vue réglementaire. Oui. c'est bon, c'est bon. Euh, d'un, ok. D'un point de vue réglementaire, on ne peut pas évidemment aller sur toutes les cryptos puisqu'on ne possède pas les actifs de nos clients. On passe par des plateformes tierces, hein, Hmm. comme Binance, Stilvest, Swissquote. Donc, on est seulement des gérants de portefeuille. Évidemment, on gère les portefeuilles en fonction des actifs qui sont listés sur ces plateformes. Et donc, on ne peut pas évidemment être très, très voilà, sur des jetons qui viennent d'être émis. Euh, c'est un autre métier aussi, ça. C'est vraiment voilà, chercher les jetons tout neufs de projet. C'est un autre sujet, c'est un autre métier. Voilà. Euh, c'est deux choses différentes. Nous, on se focalise sur les
des jetons qui sont déjà en circulation, qui possèdent déjà un projet et qui, par exemple, augmentent sur voilà, la trésorerie de leur projet augmente parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, il y a de l'adoption, voilà, le projet fonctionne et le jeton capte la valeur du projet. Et bah, ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Voilà. Hmm. Euh, Il voilà. faut savoir une chose, c'est que au fur et à mesure des cycles que nous allons vivre, les performances seront de moins en moins fortes. La volatilité va tendre à diminuer parce qu'il y a tous les institutionnels qui rentrent dans le marché là, depuis les ETF. Il y a une adoption quand même de plus en plus importante. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de performances à la hausse sur les prochains cycles. Hein, au lieu d'avoir Ouais, plus 300%, bon, bah, on n'aura plus que plus 70, ce qui est déjà pas mal. Mais ouais, tout à fait. c'est comme ça. Tout à fait, bah, parce que c'est pour ça hein, dans les actifs numériques, on a des performances qui sont un peu délirantes. Parfois, on a aussi l'inverse, hein, les risques sont aussi délirants. Pourquoi? Parce qu'on parle vraiment d'une classe d'actifs qui est très, très, très récente. C'est un peu comme trouver les premières pépites d'or. Voilà, avant, bah, il n'y avait pas de cotation, évidemment, mais si on cotait l'or dans ses premières années, il y a très, très, très longtemps, eh ben, ce serait la même chose. À chaque fois qu'on redécouvre de l'or, voilà, les cours bougent. Enfin, voilà, ce serait vraiment très chaotique. C'est le cas de Bitcoin et des actifs numériques, et plus on va vers l'adoption en termes de quantité de personnes et surtout en termes de quantité d'argent investi, plus évidemment on fait augmenter la capitalisation, et quand on arrivera à quelque chose comme l'or, sur du 10-12 trilliards, bah, évidemment ce sera plus la même chose. Voilà, on n'aura plus les mêmes mouvements. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la volatilité, c'est sain. Ça veut dire que la volatilité, c'est simplement une variation, en fait, bah, c'est évidemment du risque, mais c'est une incertitude. Et plus le temps passe, plus on est certain que Bitcoin, par exemple, réussit son projet. Aujourd'hui, on est plus certain qu'il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que le cours d'aujourd'hui est plus élevé qu'il y a 5 ans. Et plus on avance dans le temps, plus on est certain que le projet de Bitcoin a réussi, plus le cours monte. Voilà, c'est tout simplement basique. Si on voulait justement avoir le plus grand alpha, il fallait être là le premier Bitcoiner du monde, mais évidemment, il n'y avait aucune certitude qu'on allait réussir notre pari. Évidemment, là, les performances seraient délirantes. Et si vous voulez prendre aucun risque sur Bitcoin, bah, investissez quand Bitcoin sera totalement à son apogée. Mais évidemment, là, il n'y aura plus du tout les mêmes performances. Voilà. C'est logique, hein, tout simplement. Voilà, pour revenir un peu plus sur notre approche, donc nous, on cherche à rester disponible pour nos clients, avoir un contact rapide. On fait des recherches approfondies, comme je l'ai expliqué, sur les projets. On investit sur du long terme, avec des convictions à long terme. On ne change pas d'actifs numériques tous les jours. On fait des arbitrages mensuel, c'est-à-dire que vu que les cours bougent assez rapidement, on rééquilibre les portefeuilles pour garder les mêmes pourcentages. On change de projet de temps en temps parce qu'un projet bat de l'aile et un nouveau projet paraît pertinent, voilà, tous les 6 mois peut-être, on va en intégrer un et en retirer un. Mais voilà, on ne fait pas du trading, on reste sur le top 200 comme j'ai expliqué. Et on accompagne même sur la fiscalité des actifs numériques. Donc vraiment le package complet jusqu'à la fermeture du compte, voilà, tout le long. Voilà, donc là c'est avec le travail qu'on a avec un de nos partenaires Tilvest. Bah, le client il a son accès client, nous on a un accès manager, on gère le portefeuille de nos clients. Tilvest c'est une plateforme d'infrastructure de gestion qui permet justement pour nous de passer les ordres et de gérer un portefeuille, celui de notre client. Ils vont chercher les liquidités sur Binance, et le client voit en direct la valeur de son portefeuille, les actifs qu'il possède, ses performances, sa facturation, voit tous les documents, les contrats signés, voilà. Vraiment comme dans la finance traditionnelle, hein, tout simplement. Euh, voilà, sur ce qu'on fait pas. Ce qu'on fait pas, c'est trading journalier. On fait pas de trading quotidien, pas de trading algorithmique, pas d'effet de levier, pas de vente à découverte. On a honnêtement bien assez de risques, sachant que nous, vu qu'on fait de la gestion de cycle, notre objectif, c'est pas de faire du staking dans les actifs numériques, parce que dans un marché baissier, on peut voilà, avoir des baisses de moins 60, moins 70%, et on préfère protéger les portefeuilles en stablecoin pour pas avoir cette perte, plutôt que faire du 5% sur du staking, mais
subir la perte de 70%. Donc voilà, on est vraiment sur voilà, vraiment un sujet spécifique dans l'investissement. Évidemment, chacun, voilà, d'autres préfèrent faire du staking, d'autres préfèrent faire du lending. Alors dans les stablecoins, pendant les marchés, les fins de marché aussi, on peut générer un peu de yield. Voilà, mais c'est pas la plus grande partie de notre travail, puisque évidemment, nous, ce qui compte, c'est vraiment de timer au mieux un peu nos cycles. Voilà, c'est un peu la grande prestation qu'on vend, hein, la plus grosse valeur. Et la deuxième, évidemment, c'est l'accompagnement et le stop picking dans les actifs numériques. Voilà. Ouais, parce que Et évidemment, quand tu dis protéger les portefeuilles avec du stablecoin, c'est tout simplement qu'en fin de cycle, quand on sait justement qu'on a bien augmenté la valeur du portefeuille, et bien à un moment donné, il faut se protéger. C'est-à-dire qu'on fait une rotation vers les stablecoins tout qui, à fait, eux, normalement, ne perdent pas de valeur en marché bien sûr. baissier. Et donc, ça permet de sécuriser la plus-value. Tout à fait. Et on prend plusieurs stablecoins, les plus gros, et voilà, on diversifie sur deux, trois stablecoins. Voilà, les plus importants, notamment l'USDC, l'USDT et le DAI. Et évidemment, l'objectif, bah, quand on vend déjà, on vend en plusieurs fois, en plusieurs tranches, parce qu'évidemment, on ne sait jamais quand on est au plus haut, mais à un moment, on a des signaux, évidemment, et plus le coût augmente, moins on est certain évidemment que c'est tenable, soutenable, et donc là, on va avoir tendance à vendre progressivement, et inversement, à la fin du marché baissier, quand tout le monde est déprimé 2 ans plus tard, eh ben, on va racheter progressivement en vendant ces stablecoins qui n'ont pas perdu de valeur, voilà, en dollars, et on va acheter bah, plus de jetons Bitcoin et autres, par exemple, à la fin du marché baissier. Ouais, donc stablecoin en fin de cycle, et puis ensuite, dès qu'on est de nouveau sur un nouveau cycle, donc les prix ont bien baissé, hop, on réinjecte ce qu'on a protégé via la ligne de stablecoin. Tout à fait. C'est très basique, mais c'est beaucoup plus dur à faire, tout simplement. Ça demande beaucoup voilà, J'ai de mis, rigueur aussi. j'ai Honnêtement, mis six on ans, apprend à se protéger. hein, Tristan, Comment? j'ai mis 6 ans à réussir à le faire tout seul, en me prenant Oui, trois oui, cycles et à chaque fois en me faisant atomiser par les cycles parce que oui, gestion émotionnelle bien sûr, très bien mauvaise. sûr. Et Donc, c'est très difficile, euh, hein, l'émotion, c'est vraiment très important. Et honnêtement, on se protège de nous-mêmes, en fait, hein. Nous, on essaie de se protéger en marché baissier en construisant nos indicateurs pour se protéger de quand on sera au moment euphorique et qu'en fait, on a la tête un peu dans le brouillard, on se rend pas compte de où est-ce qu'on est. On se dit toujours ça va monter plus parce qu'on a envie que ça monte plus. Mais en réalité, le marché, il en fait qu'à sa tête et il a bien raison. Et c'est plutôt à nous, voilà, avec nos indicateurs qu'on a fait à froid, à tête reposée, qui vont nous signaler que là, on est en surchauffe et là, on essaye de automatiquement vendre, voilà, peu importe qu'on en ait envie ou pas. Voilà. Et évidemment, entre tout ça, entre ces cycles, on accepte la volatilité. On ne peut pas demander à faire de la performance et donc gagner de l'argent sans que les cours bougent. Si on veut gagner, il faut que les cours bougent. Évidemment, ils ne vont pas faire que monter. Ils vont faire voilà, des allers-retours. Voilà, ça va monter, descendre, monter, descendre. Mais il faut qu'il y ait de la volatilité. Voilà. Ce qui compte, c'est évidemment de la comprendre et de l'accepter. Évidemment, si demain, vous n'arrivez pas à dormir la nuit parce qu'il y a trop de volatilité, il faut réduire son risque. Si vous investissez 10 euros, normalement, tout le monde va très bien dormir la nuit. Si on a une division par deux des cours, bah voilà, on a perdu 5 euros, globalement, ça va. Si vous avez toute votre maison sur les actifs numériques et que ça se divise par deux, voilà, vous n'allez pas arriver à dormir. Et bien justement, trouver le bon montant qui vous fait dormir sereinement avec la volatilité des actifs numériques. Voilà. Ça ne doit pas être une torture, évidemment. d'où le rôle du conseil en investissement Bien sûr, financier et en gestion de patrimoine, c'est tout à justement fait. de finir ces montants-là et réfléchir ensemble à l'allocation qu'on met Optimal. Mhm. optimale dans les actifs numériques, hein, parce qu'il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on doit faire. Et c'est Bien sûr, bien important sûr. justement de définir un bon montant en fonction justement des objectifs de chacun, du profil de risque et surtout de l'horizon de placement. C'est vraiment l'horizon de placement qui est le plus C'est important. le plus important, tout à fait. Évidemment, ça dépend de chacun. Souvent, on me dit combien il faut que je mette, mais ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend de quels sont vos revenus, ça dépend quel est votre patrimoine, quelle est votre aversion au risque, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment personnel à chaque fois. Et nous, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui auraient pu faire des bêtises en marché baissier et le fait qu'on soit en intermédiaire,
bah, ne l'ont pas fait. Voilà, parce que voilà, ils auraient pu vendre à un moment où ça baissait. Et le fait qu'on soit en intermédiaire, évidemment, on peut pas les empêcher, mais on leur dit, bah, on leur conseille, on leur dit non, nous, là, on garde, évidemment, c'est normal, ça va pas que dans le sens qu'on veut, mais on a un horizon long terme et on a des clients qui ont suivi nos conseils et qui aujourd'hui ils sont beaucoup plus gagnants plutôt que d'avoir fait des erreurs en fait, hein. Des erreurs qu'on a fait avant, c'est voilà, c'est des erreurs de débutants, hein, Mm. forcément. Et ce qu'on vend, c'est juste l'expérience qu'on a acquis en fait, hein. On n'a rien inventé, hein. Voilà. Après, sur la réglementation, bah, c'est assez clair, hein, comme je l'avais dit, les PSAN, donc on est numéro 84, forcément on fait de la vérification d'identité hein, quand on fait votre investissement. Voilà, on a beaucoup de procédures, de dispositifs de contrôle en interne. Bon, voilà, ça c'est assez classique comme en finance traditionnelle, hein, tout simplement. Alors, Voilà, nous, remontre-nous les performances. En général, ça oui, intéresse. Mhm. oui, bien sûr, c'est intéressant. Après, il ne faut pas se focaliser que sur ça, parce qu'évidemment, les performances, ça dépend de chacun, ça dépend de où est-ce qu'on est rentré, ça dépend de quel montant. On peut faire des super performances si on a mis 5 euros, ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre vie. Et évidemment, voilà, il faut vraiment voilà, c'est vraiment personnel. Nous, notre objectif, c'est vraiment de surperformer en marché haussier et surtout en marché baissier. Là où on va protéger les portefeuilles, comme par exemple en 2022, où on va faire moins de pertes, on en fait toujours parce qu'on ne peut pas supprimer le risque, mais on le réduit et on va faire moins de pertes que notre benchmark qui est Bitcoin. Évidemment, si on prend certains altcoins, ça descend encore plus bas pendant les marchés baissiers. Voilà. Mais faire moins 30% quand le marché fait moins 60, c'est quand même pertinent par rapport voilà, à un marché où juste avant on a fait plus voilà, 178, alors que le marché avait fait plus de 46. Donc voilà, on a vraiment un delta qui se creuse de cycle en cycle. En marché haussier, un petit peu, parce que le marché haussier, c'est assez facile de gagner de l'argent parce que tout le monde gagne de l'argent. Le problème, c'est quand ça se retourne et c'est là qu'on doit vraiment faire la différence. Voilà. Évidemment, ça dépend aussi de la version au risque. On fait plus de performance si on prend plus de risques. Mais il y a du risque. Voilà. Tout investissement a du risque. Voilà. Les cycles sont de 4 ans, voilà, en moyenne. Voilà. Et là, quand tu mets indice dynamique, c'est-à-dire? Portefeuille dynamique, équilibré et Ah, non, prudent, c'est les. tout en bas, tu as mis perf dynamique versus indice dynamique. Oui, Qu'entends-tu par pardon. indice dynamique? L'indice, c'est notre benchmark. Donc, en gros, sur le tarif premium, je vais y revenir, on a un indice qui est Ah oui, composé essentiellement de Bitcoin avec un peu de stablecoin. Et le but, c'est de surperformer cet indice. Voilà. d'accord. Il n'est pas que composé de Bitcoin parce que, par exemple, pour les portefeuilles prudents, évidemment, on prend moins de risques, donc on ne peut pas se comparer à Bitcoin pur. Voilà. Hmm, Donc là, je compare le portefeuille dynamique avec l'indice dynamique qui est composé à 85% de Bitcoin. Voilà. ok, Bah, c'est ici. Voilà. Dynamique 85-15. Voilà. c'est bien. Équilibré 75-25 et prudent 65-35. Ça dépend évidemment de votre profil. Sur nos tarifs, voilà, on n'est pas de frais d'entrée dans les deux cas. En fait, on a deux tarifs tout simplement parce que bah, on essaie d'aller chercher un maximum de clients et donc d'aller sur une solution qui est plus accessible. Donc c'est à partir de 5 000 euros. Euh, alors 5 000 euros, on prend aussi en compte un investissement programmé. C'est-à-dire que si vous avez que 3 500 mais que vous investissez pour arriver à 5 000 dans les 12 mois qui suivent, voilà, on peut lancer un tarif découverte avec ça. Voilà. Et donc, sur les tarifs découvertes, on prend alors, on a instauré des frais de sortie parce que beaucoup de clients cherchaient à sortir dès les 6 mois, dès les 3 mois. Alors, ce qu'il faut évidemment pas faire, on peut pas l'empêcher, mais on essaye de justement ne pas inciter à rester plusieurs années. Voilà. On a 2% de frais de gestion par an. 20% de frais sur les performances, donc avec une méthode high watermark. Donc en fait, c'est niveau d'eau. Donc si on a 1000 euros, voilà, on arrive à 1005 à la fin de l'année. Là, on facture 20%. Donc le portefeuille redevient autour de 1004 totalement au client et on recommence. Et évidemment, si on passe en dessous, on facture pas de frais de performance.
Voilà. Si on passe en dessous des 1004, qui est le nouveau niveau d'eau, si l'année 2, on a 1003, il n'y a pas de facturation. Hmm. Si on repasse à l'année 3, on passe à 1007, et ben on va facturer que entre 1007 et 1004, qui est l'ancien niveau d'eau, on facture que 20% de ce delta. Voilà. On va pas facturer deux fois, trois fois la même performance, évidemment. Voilà. Et sur le tarif premium, donc là, on est à partir de 20 000 euros. Donc là, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, toujours 2% par an. Et là, on a l'indice de référence. Donc là, l'indice, c'est ce dont je parlais. Donc, un indice composé de 85% de Bitcoin, 15% de stablecoin. Voilà. Pour le dynamique. Voilà pour les tarifs. C'est assez classique, vraiment, c'est des tarifs, voilà, finance traditionnelle, c'est assez classique. Voilà. On ne met pas de frais d'entrée parce que notre objectif, c'est vraiment, on ne va pas se dire qu'on va facturer nos clients avant même d'avoir fait quelque chose. Voilà. Pour le processus d'entrée en relation, voilà, on arrive à la fin, c'est assez classique. On fait un rendez-vous en visio d'1 heure, on discute, on fait de la pédagogie, on choisit quel type de portefeuille est le plus adapté au client, on signe les documents, on vérifie l'identité, et là, une fois que le client a déposé les fonds, le mandat de gestion démarre. Et pendant la gestion sous mandat, évidemment, le client a toujours une visibilité sur ses fonds. Il y a des lettres et des rapports mensuels. Je vous enverrai aussi, mais vous pouvez avoir accès directement sur notre site, nos lettres investisseurs, hein, tous les mois. Vous pouvez les voir aussi sur LinkedIn. On a une lettre mensuelle qui donne un peu nos avis sur l'écosystème des actifs numériques. Voilà, on a la relation client tous les jours disponible, hein, si les clients ont des questions, et on assiste à la fiscalité à la fin. Voilà, différents partenaires, voilà, Swissquote, Ilves, Gami et d'autres. Euh, voilà un peu dans les grandes lignes notre présentation. Voilà. Et je rappelle bien évidemment qu'un investissement se fait toujours après un conseil en investissement, c'est important. Ne pas faire all-in ou ne pas avoir une réflexion patrimoniale, parce que là on est quand même autour du sujet de la gestion de patrimoine. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait all-in, même si plusieurs années après j'ai bien été content de le faire, mais sueur froide quand même. Donc Oui, voilà, bien sûr. tout est une question d'allocation d'actifs, une question d'objectifs, une question d'horizon de placement. C'est vrai que l'offre premium, c'est intéressant pour démarrer à 20 000 euros. Je pars du Mm. principe en deçà de 20 000 euros, bah, faites de la crypto vous-même en DCA, mettez une petite Oui, somme tout à tous les fait. mois. Par contre, dès lors qu'il y a un stock, justement, un peu de trésor qui permet là, une diversification, là, ça prend son sens et ça avoir jusqu'à 5% de crypto-monnaies dans un patrimoine financier, c'est tout à fait Merci. pertinent. Ouais, tout à fait. Et on fait aussi notre service pour les entreprises, évidemment, les personnes physiques et morales. Voilà. Euh, pour les sociétés qui ont de la trésorerie et qui ne savent pas quoi en faire, au lieu de la laisser fondre, évidemment, il faut bien que l'entreprise n'en ait pas besoin pour quelques années, mais voilà, on peut se diversifier aussi via son entreprise. Voilà. Et il faut que ça soit inscrit dans les statuts de l'entreprise, hein. Il faut le Ouais. vérifier Oui, il y à a ce des démarches à faire, tout à ouais. fait. Et comptable aussi. Ouais. Très bien. Ben, merci. Voilà, je sais pas s'il y a des questions Oui, ou oui, oui, pas. oui. 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 Denis lève la main, puis avant. Mais je fais que ça depuis tout à Oui, l'heure. je voyais la main, oui, oui, oui. Ouais, ouais, Dites-moi. je me permets, j'ai pas mal de questions. Bon, tu as répondu à pas mal de questions que je me suis posées entre-temps, mais est-ce que tu pourrais revenir sur l'offre, du coup? Parce que je me suis beaucoup posé de questions, effectivement, sur cet C'est quoi accompagnement-là. l'offre? C'est les tarifs ou Ouais, c'est ouais, je me suis les rendu tarifs? compte, et on parlera après, effectivement, des autres Bien sujets. sûr. Euh, il y a du coup une souscription minimum à intégrer. Mhm. De ce que je comprends, au-delà de cette souscription, il y a aussi un engagement financier hebdomadaire, enfin mensuel plutôt, on va dire, Non, qui doit se c'est faire au possible. travers. Enfin, prends Ce un que je exemple, j'ai voulais 20 000 dire, euros à investir, comment ça se passe? Parce que on sait, hein, après les intérêts composés, Kevin a beaucoup parlé de ces sujets-là. J'ai appris la leçon, hein. Comment ça se passe? Est-ce que il y a un investissement minimum en dessous des 20 000 euros qui se fait et au fur et à mesure ça injecte, ou alors c'est
les 20 000 euros d'une seule traite et après, tous les mois, on continue à investir derrière. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors oui, bien sûr, c'est un tarif, c'est un seuil minimum à avoir dans les 12 mois qui suivent. C'est-à-dire que si vous investissez par exemple 3 000 € et que vous investissez tous les mois et que 12 mois plus tard, vous avez les 5 000, eh ben, on peut travailler avec le tarif découverte parce que vous vous engagez à avoir les 5 000 déposés en investissement dans les 12 mois qui suivent. Voilà. On a fait ça pour essayer justement d'aller chercher les clients qui n'arrivent pas à 5 000 mais à 4 000 ou à 3 000 mais qui veulent vraiment construire un portefeuille. Honnêtement, quand on fait de la gestion, nous, évidemment, on essaie de faire la performance, mais ça dépend aussi du client. Il ne faut pas que le client se dise je pose, je m'en vais, je disparais. C'est bien, mais il faut plutôt être voilà, je veux déposer. Un client qui dépose régulièrement, nous, on s'est rendu compte qu'il faisait plus de performance qu'un client qui pose une fois et qui disparaît plusieurs années. Voilà. Donc, vraiment, si un client est actif, et, enfin, en tout cas, quand je dis actif, c'est souhaite vraiment que son portefeuille se valorise, et ben là, il va nous aider, on va l'aider et ça va fonctionner. Voilà. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, on peut déposer un peu moins que 5 000 tant qu'on s'engage à arriver à 5 000. Si on dépose les 5 000, on n'a pas d'engagement, il n'y a pas besoin forcément de déposer tous les mois. C'est évidemment fortement conseillé si on veut construire quelque chose au fil du temps. Voilà. D'accord, ok. Les frais de